Carniole ou à Vachères. C'est pas le même écosystème, on peut faire attention avec qui on vit autour de soi. Donc, les méthodologies du Dr Ingham, je cultive des micro-organismes locaux avec des matières organiques locales, pas de la paille qui me vient de il y a 11 km, 20 km pour faire des buts. On va faire de l'amendement, on a besoin de cette matière organique. Et on va donc cultiver des micro-organismes et on va les réensemencer. Après, il y a des études expérimentales qui ont montré que ça peut mettre 1 an, 2 ans, 3 ans. Ça dépend d'où on part encore par rapport au sol et tout est relatif par rapport au nombre de personnes qui vont appliquer sérieusement ces méthodologies. En tout cas, l'idée principale, c'est de refiler un peu de main à Dame Nature, remettre le microbiote du sol et aider à s'installer les démarches agroécologiques, permaculturelles et agroforestières. Sans ce microbiote, pour moi, ça crée des problèmes économiques. Parce que l'agroécologie, ça peut mettre trop de temps. Et donc c'est là qu'on a besoin de travailler aussi avec les ingénieurs de l'INRA, qu'on a besoin de travailler avec ceux qui travaillent en agriculture de conservation. Parce qu'ils ont des indicateurs que moi je n'ai pas, et moi j'ai des indicateurs que eux n'ont pas. Pourquoi on ne travaille pas ensemble? On va travailler ensemble. Il faut travailler avec tout le monde. Parce que là, on n'a pas le choix. Hervé, il a du mal aussi à quand même faire entendre. Au sein de son milieu et dans une petite sphère, C'est pour ça qu'on est là. L'idée, c'est de créer des passerelles. Alors, je vais parler de choses comme les pertes financières. Ça ne vous parle pas, mais on va les matérialiser en autre chose que pertes financières. Ça, c'est une perte financière pour un agriculteur. Mais c'est aussi une perte écologique. Ça, c'est une perte d'eau. Ça, c'est ce qui est responsable de notre sécheresse. Ça, c'est ce qui fait qu'on est après en insécurité alimentaire. Si tu n'as pas d'eau, tu ne peux pas faire pousser tes légumes. Donc en fait, ça, une vigne qui fait un angle perpendiculaire, c'est ce que je vous expliquais avec le compactomètre. La vigne, elle est censée, je veux dire, dans certaines forêts, je m'enfonce complètement avec ça. Je peux même perdre mon compactomètre. Et quand je vais dans la majorité des vignes aujourd'hui, je m'enfonce même pas là. On a quand même des protocoles bien sérieux, bien randomisés, où il y a plus qu'une mesure. On a une 60aine de mesures pour une parcelle qui fait même pas 500 mètres carrés. Avec des tests d'infiltration d'eau qui mettent des secondes. Normalement, l'eau, ça pénètre directement. C'est 1, 2, 3 secondes. Parfois, j'ai 30 secondes. Parfois, j'ai 45 secondes. Parfois, ça s'infiltre pas, ça ruisselle. Donc ça, c'est un symptôme qui dit « j'ai été trop labouré, je suis devenue complètement tassée, et en étant tassée, excusez-moi, j'essaie de le mettre ailleurs, et en étant tassée, j'ai une pression qui est au-delà de 20 bars ici, donc aucune vigne peut pénétrer le sol, et encore moins l'eau. » Commence à toucher un peu le problème. Donc là, après, on va me dire « oui, mais quand tu désherbes pas, les plantes sont compétitives. » Dans ce cas-là, oui. Quand tout le monde, là, vous imaginez, on vit tous ensemble dans cet espace-là pendant 6 mois. On va se casser la tronche à un moment, on va se taper dessus. Non, mais ça, c'est mon espace. On va être en compétition pour l'eau, pour la bouffe. Surtout si Merlin, imaginons, décide de nous donner qu'un repas pour nous tous. Qui représente en gros un repas, c'est la dose d'engrais, ok? Et l'espace, c'est, pour transposer à cet exemple-là, l'espace, c'est 10-15 cm. Donc si on est tous ensemble en train de compétiter pour de l'eau et des ressources, oui, on devient en compétition. C'est ce qui se passe dans le sol. Quand toutes les plantes dont les systèmes racinaires doivent pousser en vertical et donc ne pas être en compétition, là, on les fait pousser sur 12 cm, 20 cm. Et c'est normal que tout le monde soit en compétition. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Il va falloir désherber. Et alors, l'activité en bio, c'est le désherbage. Ça coûte très cher, parce qu'il faut des machines spéciales. Puis sur des hectares, c'est compliqué. Donc en fait, l'idée, c'est de plutôt restructurer le sol pour que les racines poussent en verticale, pour qu'elles aillent chercher ce dont elles ont besoin grâce aux micro-organismes, pour qu'elles puissent vivre sans compétition. Parce qu'à la base, le modèle n'est pas totalement compétitif. Il y a des compétitions dans la nature, mais ce n'est pas le modèle dominant. Oui, quelque chose. D'où le fait de ne pas désherber. Mais bon, ça c'est encore autre chose. Si vous désherbez, en gros, quand j'enlève mes herbes,
mes vivaces, mes plantes pérennes, mes adventices, je ne les appellerai pas mauvaises herbes, j'enlève pour moi du levain microbien. Vous avez toutes ces plantes qui restent toute l'année dans votre jardin? Mais les enlevez pas, parce qu'en fait, ce qu'elles font, c'est qu'elles maintiennent une population microbienne dans le sol toute l'année. Et comment est-ce qu'elles font? Est-ce que quelqu'un peut me décrire la fameuse relation symbiotique dont tout le monde parle entre les mycéliums, les champignons et tout ça? Concrètement, c'est quoi? Quelqu'un peut me donner une définition très simple de qu'est-ce qu'une relation symbiotique entre micro-organismes et racines? Un contrat de bienveillance envers l'un et l'autre. Un contrat de bienveillance. Oh, mais c'est quoi le mécanisme? Comment ça fonctionne? Échange de sucre contre Ouais. eau et eau. Ouais, ok. Qui d'autre? Il y a des associations au niveau des racines qui se font entre les champignons et les plantes, et c'est là qu'il y a des échanges après qui se font. La plante va produire des sucres via la photosynthèse qu'elle va donner aux champignons. Et en échange, les champignons vont pomper du phosphore, de l'eau qui va retransmettre à la plante. C'est pas totalement comme ça, mais c'est comme ça, on y touche. Mais concrètement, c'est très simple. Concrètement, ce qu'il faut comprendre, c'est que la plante, c'est elle le génie végétal. C'est elle qui décide qui elle a comme esclave à ses pieds. Parce qu'elle a des esclaves. Parce que les bactéries, les champignons, les protozoaires, les nématodes et les microarthropodes, ce sont les esclaves de la plante. Et les pieds de la plante, c'est les racines. Et donc, pour entretenir des camées à tes pieds, il faut bien leur donner de la came. Et c'est quoi la came? Le sucre. Et c'est produit par la photosynthèse, grâce à l'ATP. Ça s'appelle des exudats racinaires. Et donc, quand vous coupez, vous tondez, ou qu'on arrache, qu'est-ce qu'on fait? Mais là, on est sur les mauvaises herbes, hein, ce que disons les fameuses. On arrête, on a coupé la tête. Donc, qu'est-ce qu'elle va dire à la plante? Elle va faire: attends 2 secondes, s'il te plaît, là, je suis un peu en galère, je vais arrêter de te balancer des exudats gratos parce que je peux plus faire ma photosynthèse, il y a un mec qui est passé avec sa tondeuse. Laisse-moi repousser, je vais pouvoir refaire un capteur, je vais développer mes photorécepteurs et les feuilles, et après, je vais pouvoir me remettre à fabriquer de l'ATP et sucre. Ok. Et là, la relation, elle est là. Et là, elle va pouvoir continuer. Puis, ce qu'on ne vous dit pas aussi, c'est que la plante, elle est suffisamment intelligente pour développer le sucre, c'est-à-dire l'exudat racinaire, calibré pour tel type de micro-organisme. Si je suis une bactérie, je suis une monotâche. J'ai une enzyme pour grignoter un truc. Je suis une bactérie. Une bactérie, c'est une monotâche. Le monde fongique, il est multitâche, c'est pas une question d'information à la plante, c'est une question, lui, il a besoin de sucres plus complexes. Donc lui, il va avoir des sucres qui vont être des polyoses, beaucoup plus carbonés aussi, puisque la biomasse fongique stocke le carbone. Un IF très ancien a un ratio C/N de 300/1. Les jeunes IF, un ratio C/N de 5/1. On va revenir sur des trucs plus simples. En gros, on revient toujours. Je suis un champignon, je peux faire plusieurs enzymes et je peux complètement gérer les nutriments et décoller des nutriments de la roche-mère partout. Ok? Bactéries monotâches, début de la chaîne alimentaire du sol, champignons beaucoup plus évolués, beaucoup plus complexes. Donc la plante, elle est capable de savoir quel type de sucre elle va donner pour entretenir les personnes, je les appelle les personnes, à ses pieds. Et ça, c'est important, et ça, c'est sympa, parce que souvent on dit relation symbiotique, mais on ne sait pas ce qui se passe. Et là, je vous ai mimé une relation symbiotique. Donc elle est là en train de dire, vas-y, gros camé, va me chercher mon phosphore, mon potassium, mon bore, mon magnésium, mon fer. Si c'est un champignon, si c'est une bactérie, ça sera un sucre très simple. Ok? Tout le monde a compris ce concept très simple au final, mais c'est important de le reposer. Ensuite, le rapport avec l'eau. Donc on a vu qu'il y avait un sol tassé. Sol tassé veut dire je ne peux pas respirer. Les micro-organismes ne sont donc pas capables de vivre dans ce type d'habitat. Je reviens là-dessus, quand j'ai 20 bars ou 10 bars, je ne peux pas respirer. Mettez-vous un sac plastique sur la tête et on se reparle dans 3 minutes. C'est la même chose. Donc il ne va pas y avoir le même type de population microbienne dans des conditions anaérobies. On introduit anaérobie, on va les dire sans oxygène. Et on va dire sans oxygène. Que dans les conditions avec oxygène. Aérobie. Donc anaérobie, aérobie. Et on va rester sur sans oxygène, avec oxygène. Sans oxygène, j'ai bien souvent des pathogènes. Et on va voir c'est quoi des pathogènes. Je vous ai pris une petite vidéo d'un purin
d'ortie. Magnifique. Le sol, il a besoin d'être aéré. C'est pour rien que Bourguignon, il disait il faut aérer ce sol. Non mais, regardez ces vidéos, je veux dire, je renvoie l'appareil parce que c'est un des premiers qui m'a inspiré. Pas d'aération, pas de bras, pas de chocolat, ou alors pas les bons micro-organismes, ça fait chier, parce que pour les cultures, on n'a pas les bons gars. Mais outre ça, quand il n'y a pas de micro-organismes, on va regarder que ça influence énormément le cycle de l'eau, la fameuse infiltration de l'eau. Petite expérimentation, donc on a différentes terres, on a un sol complètement nu au conventionnel, un sol raisonné, un sol un peu paillé, méga paillé, et un sol avec les mauvaises herbes, donc les vivaces, les pérennes. Première ligne de peau, c'est comme une rivière. Ok? C'est-à-dire qu'on mime la rivière. Et la deuxième ligne, je ne sais pas si vous voyez, on va mimer les nappes phréatiques. Ok? Tout le monde le truc. Sur le sol qui est complètement à poil, il va pleuvoir. Bim, on a un ruissellement total avec le sol qui fout le camp, donc érosion. Et puis alors vous imaginez qu'après la souplette chimique, elle est là-dedans, avec les intrants. S'il y a des Bretons dans la salle, je pense qu'ils comprennent très bien. Et au niveau des nappes phréatiques, il n'y a que dalle. Imperméable. Le fameux imperméable breton dont je parle. Je dis ça parce que j'étais avec des Bretons hier soir. Sous un sol raisonné, on est toujours dans la même problématique. Donc on n'a absolument pas de rétention d'eau, l'eau ne pénètre pas le sol, la souplette chimique ou semi-chimique se retrouve dans les rivières quand il en reste. Sinon ça s'évapore. Et où vont les molécules chimiques, ça c'est encore un autre sujet. Elles sont dispersées partout dans l'environnement. Ensuite on est dans le fameux paillage. C'est pas mal, mais c'est toujours pas ça. Ça ruisselle, la souplette s'en va, le sol s'en va, et regardez la tronche de l'eau dans les nappes phréatiques. On va boire ça? Les animaux vont boire ça? Votre chien va boire ça? Non. Pareil, on en est encore là, donc c'est bien. On a encore pu s'amender avec de la matière carbonée ou azotée. Et on a fait une bonne épaisseur de matière organique, un bon paillage. C'est pas mal en termes de rétention, mais vous avez vu la couleur de l'eau? Donc là, on a moins d'évaporation, moins de ruissellement, clairement, mais la fonction du sol n'est toujours pas en place. Parce que le sol, c'est aussi un rein. Le sol, il filtre. Et donc, si on veut continuer à boire de l'eau potable, il faut remettre la fonction rénale du sol, pour faire très simple. J'aime bien comparer le sol à un être humain, parce que je pense que, vu qu'on est tellement auto-centré, que quand on parle de soi-même, on comprend mieux. Excusez-moi, je vais bien faire des petites pointes d'humour, mais au final, c'est un rein, ce sol. Moi, j'aimerais bien vous voir marcher sans rein. Alors qu'ici, on a laissé les plantes annuelles, les vivaces, les pérennes, je veux dire, et regardez la couleur de l'eau. Donc on n'a plus de ruissellement, hein. Par contre, on a de l'eau propre, filtrée. Et ça, c'est lié à l'activité microbienne. Donc le fameux désherbage, pensez-y, pensez à ça la prochaine fois. On peut couper la tête un peu, mais on ne désherbe pas. Parce que quand on désherbe, on arrache le système racinaire, et donc on arrache le levain microbien. Comme pour le pain. Je fais du pain, je garde un petit bout pour en faire un autre pain. La même chose, avec vos vivaces, vos pérennes, vous devez garder le levain microbien qui va travailler jusqu'à la prochaine saison agricole, ou dans laquelle vous allez pouvoir planter. C'est hyper important. Et en plus de ça, vous rendez au sol, vous le faites travailler au niveau microbien, ce qui fait qu'il va être de plus en plus en profondeur et capable de filtrer l'eau. Il y avait une question. Le litre, on peut le déterrer, tu peux lui... Après, chacun, ça dépend des surfaces. Il y a quelqu'un qui a 3 hectares de maraîchage, il va travailler autrement. Okay. Les techniques sont différentes en fonction de la surface. Je ne vais pas dire à un horticulteur ou un maraîcher qui a 3 hectares de couper comme ça. Il y a d'autres manières, il y a d'autres outils. Si tu lui donnes 2-3 ans, en tout cas, soit des patients de 2-3 ans, des graines dormantes, tout ça. Donc, là, vous avez non seulement le problème de l'eau, mais vous avez donc aussi pour l'agriculteur qui a mis des engrais, rien que des engrais, ben ça fout le camp. Il a combien le prix de l'engrais aujourd'hui azoté, phosphoré? Il a...
peut-être pas 800 €, ça dépend dans certains endroits, mais il peut facilement monter à 360, 400 €. C'est énorme. Quand avant, les personnes ont environ dépensé 100 € sur une exploitation agricole. Il faut quand même réfléchir que ça devient démesuré. Donc il y a un moment... Et me parlez pas de pipi dans le sol, parce que là je vais être claire. Oui, alors on va remplacer les engrais par le sol, par le pipi. Alors j'ai travaillé beaucoup avec les urines, vous pouvez voir sur le site internet. Je le travaille avec les urines uniquement en système hors sol avec de l'eau de pluie. Pourquoi est-ce que l'engrais me fait chier? Qu'il soit synthétique, importé de Russie ou par du pipi, le problème, c'est qu'il va arrêter cette relation symbiotique dont tout le monde a si bien compris l'histoire avec la plante. Je suis une plante. Je suis en train de me faire chier avec mes feuilles pour pouvoir capter l'énergie solaire, faire des sucres, libérer des exudats racinaires pour entretenir une bande de camées à mes pieds. Et là, d'un seul coup, il y a un humain qui arrive et qui me donne du NPK. Nitrate, phosphore, potassium, sous forme de pipi, sous forme de bouteille, de granulés, je m'en fous. Mais au final, c'est nous l'esclave. On a remplacé les micro-organismes. Donc, les engrais, dans un sol, on n'est pas censé en utiliser, normalement. Ok, c'est théorique, je balance ça, il ne faut pas le sortir de son contexte, c'est important. Normalement, la nature, elle n'a pas besoin d'engrais. Il n'y a que des sols pauvres en biologie. Et on va dire, ah mais oui, mais alors comment ça fonctionne pour que les nutriments, il y a des sols pauvres? Il n'y a pas de sols pauvres. Il n'y a que des sols qui n'ont pas de microbiote du sol. Et ce microbiote ne fait pas son job qui est de libérer les nutriments stockés depuis des millénaires dans la roche-mère à travers différents horizons. Les bactéries et les champignons ne font plus leur job. Et les protozoaires et les nématodes ne font plus leur job. Bactéries et champignons, c'est un groupe de décomposeurs. Un groupe de décomposeurs, son job, en gros, pour faire très simple, c'est de baver avec leurs enzymes sur la roche-mère et de décoller les nutriments de la roche-mère. Les roches étaient là avant nous, de manière géologique. S'il y a des géologues, s'il vous plaît, confirmez. Il y avait déjà tout ce qu'il faut dans le sol. Les forêts primaires n'ont pas besoin d'engrais. Les systèmes fonctionnent sans nous égocentrés. Donc, je termine vite fait. On a les décomposeurs. Mais là, quand les nutriments sont décrochés de la roche-mère, ils ne sont pas sous forme encore biodisponible. On n'a pas de NH4+, ou de NO3-. C'est pas donc pas encore absorbable par le système racinaire. Il faut bien donc les 3 autres acteurs de la chaîne alimentaire, que sont les protozoaires, les nématodes et les microarthropodes. Leur job, c'est comme dans Jurassic Park, c'est de bouffer les champignons et les bactéries. Une fois qu'ils les ont bouffés, ces champignons et les bactéries, tout simplement dans leur déjection, vu que les champignons et les bactéries avaient absorbé, mangé, décroché les nutriments de la roche-mère qui sont remplis de ça, ils vont là, c'est passé par le tube digestif des protozoaires, des nématodes, donc des prédateurs, et leur fiente, leur déjection sera la solution ionique biodisponible pour les plantes. Et là, on n'a pas besoin d'engrais. Mais si l'humain se met à remplacer les micro-organismes, et voilà ce qui se passe. Donc l'engrais pipi ou synthétique, c'est problématique. La plante ne fait plus son job d'entretenir grâce aux exudats racinaires. Avant, les légumes avaient des nodules. Qui a connu les nodules avec... Tu as connu les nodules. Tu les ouvres en deux, c'est couleur rouge. Ça, c'est un type de bactérie qui est venu coloniser l'intérieur de la racine de manière bénéfique et qui, symbiotiquement parlant, était autosuffisant. Pas besoin de mettre un engrais. C'était de la pure symbiose bactérie-racine. Aujourd'hui, aucun légume n'a de nodules parce qu'il y a l'engrais. Plus ça. Mais là, la conférence fait 6 heures, on en aurait un bol. Monsieur, il avait une question. Oui. Par exemple, quand on se panalait facilement, et les équipes, ça reste dans le sol, et c'est pas que à part enlever toutes les équipes, donc je sais pas mal à chaque fois, je sais que ça repart. Tout ce qui est vert repart, c'est enlever tout ce qui est assez. Voilà, par rapport au pH. Mais le pH, il est lié bien souvent à l'activité microbienne aussi. Les enzymes, par exemple, les bactéries. Un sol qui va avoir une dominante bactérienne, ce qui est majoritairement le cas dans les sols nus ou en fonction des régions. Bien sûr, après, il y a les qualités physico-chimiques du sol. Il y a des sols plus calcaires, sable limoneux, etc.
Moi j'ai un complexe très argileux, on est à 80% d'argile, donc c'est de la poterie, c'est l'angélite. Vous avez de la poterie, oui, mais ça marche bien. Quand l'argile est floculée, ça fonctionne. L'acidité, là c'est un peu compliqué. C'est pour le coup, surtout si j'imagine que le pain, il n'est pas du tout dans son... Ouais, donc là on a aussi déséquilibré l'équilibre des sols. C'est-à-dire qu'en mettant des espèces non endogènes, exogènes, dans un écosystème qui n'était pas prévu à l'origine pour ça, on va perturber les qualités physico-chimiques et nécessairement les qualités biologiques. Pour moi. Après ça reste comment. Mais tout est lié. Le pH, quand on a beaucoup de bactéries, ça va avoir tendance à être un pH très alcalin. Quand on a moins de bactéries, plus de champignons, on est à 6,5. Mais très alcalin, c'est les glues alcalines créées par les enzymes quand on forme les bactéries, les petits micro-agrégats. On revient vite fait sur l'eau. Donc là, on est... J'adore ce schéma parce qu'il est complètement faux. Où sont les racines? Où sont les racines? Demandez à votre enfant de vous dessiner une plante. Regardez ce qu'il va dessiner. Est-ce qu'il va dessiner les racines? Et si vous imaginez jusqu'à ce point-là, en fait, qu'on ignore le sol et la fonction racinaire. Donc là, normalement, ce schéma est faux. Puisque normalement, on devrait voir des racines, on devrait voir... Elle arrive comment, l'eau? Elle est bien acheminée par les racines, par un sol poreux, par un sol grumeleux, aéré, qui va laisser passer l'eau. Donc ce schéma, aujourd'hui, ne fonctionne plus, puisqu'on a un imperméable, comme je vous expliquais, et qu'à 5-10 cm, pour la majorité des sols que j'ai diagnostiqués, on s'arrête à là. Donc l'eau ne va pas descendre plus loin que ça. Et donc on a une jolie sécheresse. On a donc, non seulement, et puis après, c'est quoi le rapport avec le climat? Ah, vous l'avez là. Pour faire très simple, encore une fois. Il pleut. On n'a plus de renflouement des nappes phréatiques. Alors que normalement, elles doivent être renflouées, acheminées, ici, pour ensuite se rejeter dans les fleuves, enfin les rivières, les ruisseaux, les fleuves, la mer, les océans. Après, qu'est-ce qu'il y a? Il y a cette évaporation, cette condensation, et puis précipitation. Et puis on a un cycle. Plus la transpiration, l'évapotranspiration, et là, je laisserai Madame Aziza, sa spécificité, s'exprimer. Mais vous comprenez bien qu'aujourd'hui, on a un cycle de l'eau hors sol. Parce qu'on a créé des imperméables partout sur la planète. Le rapport avec le climat, il est là. Non seulement quand on laboure et quand on a des sols tassés, on libère du CO2, plus les autres gaz, parce que personne ne parle du méthane, toutes les matières fermentées dégueulasses qu'on met sur le sol, quand le sol il est hydromorphe ou quand il est tassé. Il ne stocke plus son CO2, son carbone. Les champignons, ce sont des acteurs qui stockent du carbone, comme je vous expliquais, les ifs des champignons, donc les filaments. Plus ils sont vieux, plus ils peuvent avoir un ratio très élevé en stockage de carbone, de pair avec les arbres. Et donc, comment on fait pour remettre ce cycle de l'eau, enrayer tout ça? Cycle de l'eau lié au changement climatique, lié à tout ça. Donc, je pense que le sol, c'est le socle de la civilisation. On commence d'abord par le B.A.B.A., le microbiote du sol, avant de commencer à faire de l'agroforesterie, pour moi. Où on fait tout en parallèle, parce qu'il faut faire des passerelles. Planter un arbre dans un sol qui ne peut accueillir que du brocoli, moi ça me pose un problème. On va perdre un arbre sur deux, 40% de pertes. Je travaille avec des agroforestiers, ils ont 40% de pertes. Parce que le sol n'est pas préparé. Il faut faire intervenir le diagnostic avant de faire les choses. Prendre la température, comme pour vous. Vous êtes chez le médecin, il va quand même vous diagnostiquer, vous dire ok ça va à peu près, c'est comment. Il ne va pas tout de suite vous donner un médicament, ou vous allez chez l'acupuncteur, il ne va pas vous planter des aiguilles n'importe où. Mais d'abord diagnostiquer, on doit faire la même chose avec la nature, on va diagnostiquer, qu'est-ce qui se passe? Passer d'une prairie à une forêt, il y a une transition quand même avec les haies, je pense qu'elles n'ont pas assez plus d'importance dans l'approche. Mais ça c'est encore une vision en silo, c'est l'ensemble. Oui, mais la haie fait la transition entre cet ensemble. Il faut d'abord travailler le sol. Il faut d'abord remettre les micro-organismes. Tu pourras me mettre le plus bel arbre que tu veux, la temporalité mettra du temps et tu risques de perdre un arbre sur deux. Il faut planter l'arbre et préparer le sol en amont. Il faut faire ces décisions-là, mais il faut avant tout donner de l'attention et permettre au sol
lui cultiver, lui élever ces micro-organismes et préparer son sa lune. 80% des fruitiers sauvages sortent Ok, on va y arriver. Pour expliquer, ici, on va reprendre le sujet de Taë. Taë, elle ne poussera pas si ton sol est tassé comme ça. Ton arbre non plus. Ça, c'est mon sol en 2019. Ma fameuse poterie. Ça, c'est mon sol en 2021. Là, pourquoi est-ce que c'est couleur chocolat au lait? C'est le reflet de l'acide fulvique, qui est principalement une activité bactérienne. Là-dedans, j'avais une biomasse bactérienne qui était de 500 microgrammes par gramme de terre. L'enfer. Et j'avais 0 microgramme de champignons. J'ai laissé le système de prairie se développer, mais j'ai fait aussi des ensemencements pour accélérer. Sur les parcelles où j'ai accéléré, j'ai ensemencé mon sol avec des spores de champignons, avec des protozoaires, avec des nématodes, avec les 5 groupes de micro-organismes pour qu'ils puissent redevenir grumeleux. Pourquoi est-ce qu'il y a les couleurs 70% chocolat au lait? Pas noir. Noir, ça veut dire que ça a été brûlé. Ça veut dire qu'il y a eu des microbes qui ont attrapé tous les nutriments, le sol n'a plus rien. Que ce soit du chocolat noir, 70%. Mais parce que c'est l'acide humique. Et l'acide humique, là on rejoint ce qu'on connaît, j'ai créé une couche, un horizon humique. Donc le humus. Donc j'ai développé l'ensemble des micro-organismes qui peuplent mon horizon humique. Donc ma matière organique. Là, vous aurez de l'infiltration et du stockage de CO2. Là, non. Ça, c'est de l'herbe. Hein. Au niveau de l'eau, dans mes échantillons, vous le voyez. La couleur de l'eau. Ça, quand je le secoue, ça se dilue très vite. Ça, c'est un sol lambda d'un agriculteur qui est pourtant en bio. Ça, c'est un sol en bonne santé. Pour diluer, il va falloir que je check beaucoup pour pouvoir avoir ce sol qui se dilue dans l'eau. En gros, les sols, je le vois déjà quand on m'envoie des échantillons au microscope, des fois il se dissout comme de l'aspégique. C'est pas normal. Un sol qui se dissout dans l'eau comme de l'aspégique, il n'y a pas de structure. On n'a pas de micro-agrégat, on n'a pas de macro-agrégat. Donc il faut bien repenser de manière très très holistique et globale le vivant. Et surtout les sols, qui sont donc à la base. Nous, on n'a aucune raison d'être là, les gars. Nous, on est là-dedans. Aussi important que le moindre parasite sur cette planète qui a sa fonction et sa place d'un point de vue écosystémique. On va passer aux acteurs du sol. Donc le sol, pour moi, il est organisé comme une chaîne alimentaire. Comme je vous ai dit, vous avez les décomposeurs et vous avez les prédateurs. Le rôle des décomposeurs, c'est de, en gros, décrocher, de libérer les nutriments qui sont stockés dans la roche-mère. Leur rôle, c'est aussi de créer des micro-agrégats. Un micro-agrégat, vous savez, c'est ces petites... Quand vous arrachez une plante dans une forêt, vous avez autour des racines des petites boules. Ça, ce sont des macro-agrégats. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a bien fait son boulot au niveau racinaire. Et les bactéries vont faire les micro-agrégats. Ça, c'est les décomposeurs, c'est leur job de faire des petits pâtés après et d'avoir libéré les nutriments. Et les prédateurs, bim, ils sont là pour cycler les nutriments. Tout le monde a entendu parler des cycles biogéochimiques? C'est le cycle des nutriments. En gros, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on dit qu'il va y avoir des pénuries de phosphore? Mais excusez-moi, moi je pense pas qu'il y ait de pénurie de phosphore. Il y en a dans le système industrialisé, il y en a dans la manière dont on est dans les logiques extractives, oui. Mais Dame Nature, elle a toujours eu son phosphore. Il va falloir la clé microbienne pour pouvoir relocaliser le cycle des nutriments. Et pour cela, il faut les prédateurs. C'est eux. Bactéries. Ici, on a des cocci. Là, on a une actinobactérie. Ça, ce sont des décomposeurs, il y a marqué. Décomposeurs, bactéries, champignons. Un champignon sous un microscope, ce sont des grossissements x400 au microscope. Ça, c'est un champignon actif. C'est un nif de champignon. Quand vous avez tout ça dans votre sol, vous êtes royal.
pas un seul en France, pas un seul, et j'assume ce que je dis, pas un seul en France n'a ces 5 micro-organismes. Pas un seul que j'ai pu analyser agricole. Et dans des terrains forestiers, parfois, il n'y a que 4 groupes. Il y a un problème. Aujourd'hui, dans tous les sols que j'ai pu analyser depuis la campagne de sensibilisation au mois de mars, je passais mon temps à aller de pays en pays, entre guillemets, de pays régionaux, hein. Les pays de chacun, là, pays de Dieu-le-Fils, pays de Dordogne, pays de Fort-Calquier, il n'y avait que ça, des bactéries. Parfois, il y avait des nématodes, mais ce n'était pas les gentilles, c'était celles qui mangeaient les racines, les phytophages. Ça, c'est un protozoaire, c'est un flagellé. Eux, leur job, ils bouffent 10 000 bactéries par jour. Et en bouffant les 10 000 bactéries par jour, eh bien, ils libèrent les nutriments. Et c'est grâce à eux que la plante, elle peut pousser. Eux, c'est le stade en dessous de l'insecte, les micro-arthropodes. Tout le monde connaît les colamboles. Oui. Colambole, oh là, c'est un micro-arthropode. Tranquille, quoi. Mais on a besoin de ces 5 gars. Là, je les ai réaménagés d'une autre manière. D'abord, on a les décomposeurs. Et si on a les 2 décomposeurs, on va donc attirer la chaîne alimentaire au-dessus qui va les manger. Donc, les nématodes, on va en parler, parce que bien souvent, les paysans, ils me font « Oh, moi, je veux pas de nématodes, c'est pas bien. » Pas tous, hein, attention. Parce que tout le monde connaît les nématodes, mais les mauvaises. Et personne ne parle des 4 autres nématodes qui vont manger les bactéries, qui vont manger les champignons, qui vont se manger entre elles, qui vont être omnivores et qui vont contribuer à la chaîne alimentaire, à libérer les nutriments pour que les plantes, vos cultures, vos potagers poussent et que votre résilience pousse. Donc en fait, votre résilience alimentaire, elle dépend d'eux. Clairement, c'est le socle. C'est le microbiote. Aussi simple que ça. Pathologique. Pas pathologique. Ça, c'est de l'herbe. Vous avez vu la taille des racines? C'est ça qui devrait être normalement. C'est ça que vous devriez avoir dans votre sol. C'est ça que tous les sols devraient avoir, rien qu'avec de l'herbe. Donc quand vous arrachez, vous comprenez que vous empêchez ce système de se développer. Je ne suis pas là pour vous faire culpabiliser, hein, que je sois claire. Non, mais c'est pour ça que c'est important de travailler avec les vivaces, les pérennes. Parce qu'elles, quand elles restent à côté, quand vous allez planter vos racines, ce système racinaire, vu qu'il est déjà bien installé, qu'il peut puiser, infiltrer l'eau, etc., ben, il va venir en soutien à votre légume. Parce que n'oubliez pas que votre légume, ben, c'est un immigré du sol, quoi. Mais non, mais c'est un étranger, en gros. Il arrive dans un système local, il fait « Attends, s'il te plaît, moi je suis une tomate ». T'as la Salvia pratensis qui est à côté, qui fait « Ouais, mais moi je suis une autochtone, qu'est-ce que tu fous là ?» Non mais voilà, le potager, c'est compliqué. Le potager, ce sont des plantes qui ne sont pas d'un écosystème local. Donc, il faut penser à travailler avec la vivace, qui travaille déjà le sol et qui ne va pas être en compétition avec votre légume, et qui, au contraire, moi, ce que j'ai pu voir dans mon écosystème local, c'est que j'ai vu de la sauge pratensis, donc vous savez, la sauge des prés, qui à chaque fois venait en soutien au niveau racinaire avec mes tomates. Parce que je me suis dit, tiens, là mes tomates elles vont pas bien, et depuis que la sauge a poussé, d'un seul coup c'est une alliée. Et là j'ai regardé au microscope ce qui se passait. Et ben, j'ai vu 2 systèmes qui étaient en symbiose, parce qu'ils partageaient la microbiologie. Et plus vous allez développer les vivaces, environ 16, à partir de 8 vivaces d'espèces différentes dans votre sol potager, vous avez l'intégralité et la diversité des micro-organismes. Parce que si vous avez toujours qu'une bactérie, ça va pas. Il en faut 25 millions différentes. Si vous avez 3 types de champignons, ça va pas. Il en faut 75 millions différents. Et comme je vous expliquais, les plantes, elles vont programmer les exudats, le sucre, et elles savent qui c'est qu'elles veulent avoir à leurs pieds. Et donc, plus on va avoir des plantes diversifiées, plus on va avoir différents types de micro-organismes diversifiés. Donc, plus l'écosystème est interdépendant, et surtout pas dépendant de vous. Ni des énergies fossiles, ni des situations géopolitiques. Et là, votre résilience alimentaire, elle est assurée. En tout cas, une partie. La partie productive. Parce qu'après, il faut les transformateurs. Après, il faut les transporteurs. Locaux. En vélo. Pour ceux qui veulent et qui sont musclés. Mais enfin, vous comprenez la logique d'où je pars, du microscopique au macroscopique. Elle repose là-dessus. Juste là-dessus. Juste sur ces petits détails dont personne ne pense et dont vos enfants ne dessinent même pas les racines.
Il faut que vos enfants dessinent les racines, il faut transmettre ça à vos enfants parce que c'est eux qui vont sauver le socle de la civilisation et vous êtes la génération qui peut faire basculer les choses. C'est primordial. Et c'est ce qui fait que les systèmes agroécologiques de conservation du sol et tout ça fera que ça va fonctionner. Je comprends comment Dame Nature dans le sol fonctionne. J'ai besoin, si les plantes poussent, c'est qu'on en a besoin. Oui, il y a compétition, si le sol est tassé. Si le sol n'est pas tassé, il y a moins de compétition. Comment récolter sur des grandes surfaces? Et là, vous avez tout plein d'axes de recherche. Mais pour votre échelle à vous, pour ceux qui ne sont pas agriculteurs, paysans, mais qui sont des citoyens engagés, qui ont des parcelles, qui ont même 1 hectare, vous pouvez faire cette technique-là. 1 hectare, ça va, mais il faudra faire venir les copains, puisqu'en général, c'est 1500 m² pour une personne en maraîchage. Pour que ce soit vivable. Sinon c'est 24 h sur 24. Mais juste ça. Juste ce truc-là qu'il faut bien avoir en tête. Alors, donc, là, j'ai un sol avec oxygène. Là, j'ai pas un sol avec oxygène. Et là, je vais insister sur la condition de l'habitat du micro-organisme. De ce qu'on veut. Pas de ce qu'on veut pas. On va les appeler les bad guys, ceux qu'on veut pas, et les good guys, c'est ceux qu'on veut. Ok? Et les bad guys, ils viennent parce que il n'y a pas d'oxygène. Anaérobie. Anaérobie, pathologique. Comme pour nous, hein. Pas de mouvement, pas de vie. La vie, c'est du mouvement. Tout est mouvement, y compris dans le sol, y compris au niveau microbien. Et je vous ferai voir des petites vidéos parce que je n'ai pas amené le microscope aujourd'hui. Je vous assure que tout est mouvement normalement. Quand tout est immobile, c'est stagnant. Qu'est-ce que ça fait une eau stagnante? Ça pue. Parce qu'on a des bactéries de groupes sulfurés qui sont là, qui se développent. Parce qu'on a la mort qui se développe. La mort, c'est quoi? C'est l'arrêt du mouvement. Bon, bah le principe du vivant, qu'il soit microscopique ou macroscopique, il doit respecter le mouvement. Le mouvement, il se fait grâce au passage d'air qui laisse passer l'eau et les autres éléments, sans faire de la poésie spirituelle. Mais tout est lié. Donc en gros, moi je veux plus voir de sol comme ça. Je veux voir des sols qui permettent ça. Et donc, vous pouvez le greliner. Grelinez-le techniquement au mois d'août, de l'automne. Quand vous avez les pluies, vous pouvez greliner, réouvrir vos sols. Tout le monde sait ce que c'est une grelinette. Pour les petites surfaces, hein, encore je me répète, hein, vous dites pas ça à un mec qui a 24 hectares de maraîchage. Il va me dire non, mais on va faire autrement. Donc pour les petites surfaces, vous aérez votre sol au printemps et à l'automne. Pour laisser les pluies, pour laisser ces racines pénétrer, pour laisser les micro-organismes se réveiller. Parce que des groupes de micro-organismes bénéfiques, c'est ceux-là. Ils vont travailler à votre place. Vous ne serez pas là en train de pisser sur votre potager tous les jours pour faire une méga... Regardez mon rendement, j'ai la plus grosse des courgettes, quoi. Bon, ça marche très bien, hein, parce que c'est dur s'azoter, attention. Mais vous n'êtes pas en train de développer votre population microbienne quand vous pissez sur vos arbres, sur vos cultures. Bien que je... Okay. Quand vous n'avez pas d'oxygène, voilà ce qui se développe. Ils ont l'air similaires comme ça, hein. Mais absolument pas. Ça reste du micro-organisme. Ça, c'est des bactéries, c'est des spirulas, c'est des spirochetes. Mais vous n'avez pas envie d'avoir ça, ni de E. coli. Vous connaissez tous le E. coli, puisque Buitoni a fait beaucoup de mouvements avec le E. coli. Ces bactéries, celles-là, elles apparaissent quand tout le sol est assez ou hydromorphe, quand le mouvement s'arrête, quand l'oxygène n'est plus là. Voilà. Et la quantité d'oxygène à laquelle ils apparaissent, c'est 4 ppm. C'est une mesure, je ne sais pas si elle a son efficacité ici, mais en gros, c'est très très peu d'oxygène. Là, vous avez un cilier. Qui c'est qui me parlait de cilier avant? Quelqu'un qui m'a parlé de cilier avant la conférence? Je crois que c'est vous. Oui. Ça, c'est de l'anaérobie. C'est du sans oxygène. Ils sont sympas, mais bon, je ne veux pas trop les voir là en général. Il y en a un de temps en temps, c'est pas un problème, mais s'il y a une dominante de ciliés plutôt que des flagellés ou des amibes, moi je préfère eux plutôt qu'eux. Ça, c'est un champignon. Oh, on est content, hein, on a de la biomasse fongique. Mais on a du champignon pathogène. On va avoir du fusarium, on va avoir de l'odium, on va avoir... Et c'est pas ceux qu'on veut. On veut pas ceux qui nous fringuent nos tomates.
ou nos courgettes. On veut ceux qui sont bénéfiques, comme des endomycorhizes, mais aussi d'autres types de champignons qui ne sont pas des mycorhizes. Les nématodes, alors celle-ci elle est facile à retenir, hein, elle a les boules. Ici elle a ce qu'on appelle un nœud basal. Désolée, j'aime bien dire ça, on a l'impression qu'elle a une paire de couilles dans la gorge. Mais en gros, celle-ci, au microscope, on la reconnaît. Si vous la voyez, elle se développe tous les 15 jours et elle va flinguer votre rendement. Donc un agriculteur, quand on lui annonce qu'il a une nématode phytophage, il fait la gueule. Et il a de quoi? Parce que ces nématodes phytophages ne rendent pas service. Alors que celle-ci, oui. Elle va manger des bactéries. Elle a une autre physionomie. Elle n'a pas ce nœud basal. Elle a une sorte de ventricule qui va, et un mécanisme de pompe qui va pomper les bactéries. Et sa déjection va faire que les nutriments seront biodisponibles pour le potager. Alors, il y en a qui mangent des bactéries, il y en a qui mangent des champignons, il y en a qui mangent les autres nématodes parce qu'il faut contrôler la population entre eux pour pas qu'il y en ait trop. Donc, ça paraît similaire hein, quand même. Hein. Mais tout ce qui va changer, ça va être un enfer de pesticides. Et voilà pourquoi les pesticides étaient là. Parce que quand il y a ça, à l'époque, on disait « Ah non, mais catastrophe, pour enlever les nématodes, il faut mettre du pesticide. Pour enlever ce champignon, il faut mettre du fongicide. » Incompréhension de la microbiologie. Incompréhension des liens de ces acteurs du sol qui interagissent, alors qu'en fait, il fallait juste comprendre qu'en gros, sans oxygène, on va développer eux, habitat favorable pour le développement de ces gars-là, alors que quand vous assurez votre job d'humain, qui est de filer un coup de main à Dame Nature pour qu'elle fasse son job, vu qu'on l'a bien flingué, on va lui remettre donc de l'air dans son sol, c'est votre job en tant que jardinier en tout cas, de préparer le sol en lui donnant juste de l'air. Et en n'arrachant pas les vivaces, puisque vous allez encourager cette population microbienne. Et quand vous allez planter vos petits semis que vous aurez préparés dès février, ça va vachement mieux marcher. Bien sûr, vous continuez à garder votre paillage et toutes les méthodes agroécologiques et permaculturelles que vous avez vues. Mais là, je vous rajoute la brique microbiologique. Et c'est important de la comprendre. Oui. Juste une idée sur le déséquilibre des sols. Quand on parle de chémotypes dans les essences des plantes, donc le thym, filleul, le thym, linalol, etc. Ce sont les mêmes thym qui possèdent des latitudes différentes et qui, à chaque latitude, vont créer une essence particulière. L'esquimau a des besoins autres que le namibien et que le japonais. Chacun est né à une partie du globe bien particulière. Et est-ce que c'est pas en s'efforçant de faire pousser des tomates qui n'ont rien à faire sur le sol qu'on vient justement apporter au sol des équilibres? Est-ce qu'on ne devrait pas plutôt réapprendre à nous se nourrir avec ce qu'on a sur place, ce qui correspond à notre empreinte de là où on est, pour éviter de perturber le sol? Chez nous, on a des poireaux sauvages et de l'oignon et de l'ail. La réponse, elle est là. La réponse, elle est là. Quand on fait... On apporte quand même un corps étranger à la nature. Enfin, on apporte pas une... Alors, je comprends la notion d'endogénéité dont tu parles. Ouais. Après, on est quand même là sur Terre, il faut qu'on bouffe. C'est comme nous, Européens, on nous vend du soja comme étant un truc extraordinaire, alors qu'on n'a pas les enzymes pour le digérer. Ou le lait. Ou voilà. Enfin, de base. Oui, voilà. Une des réponses est là. Nous, on passe notre temps quand on va être dans la culture maraîchère, on va bloquer la succession écologique à ici. Donc on va avoir autant de bactéries que de champignons, par exemple, avec l'ensemble des prédateurs. Il faut que le ratio soit équilibré pour maintenir cet étage-là. Donc en fait, ça va. À partir du moment où tu laisses les vivaces et le système écosystémique autour se développer. Donc là, on retombe sur les principes de la permaculture et de la vision écosystémique. Donc nous, on fait que stopper là, certaines parcelles normalement. Mais il faut s'assurer d'avoir des zones 5. Donc pour ceux qui sont un peu plus permaculture, c'est-à-dire les zones sauvages, c'est-à-dire les zones où on n'intervient pas, puisqu'on aura un autre levain microbien ici. Donc nous, à partir du moment où on respecte, encore une fois, le règlement intérieur du sol, de l'écosystème local, en faisant de la tomate qui n'a rien à foutre là, mais qu'on lui met qu'en même temps, il faut qu'elle soit là parce qu'il faut qu'on bouffe, ou du brocoli qui... Encore une fois, il faut diversifier ses cultures, surtout sur des petites surfaces, c'est méga possible. Il y a déjà plein de documentation, Hervé Gruyère et tout ça. Moi, je parle au niveau microbiologique, ça veut dire juste qu'on maintient le curseur à ici.
Donc on n'est pas en train d'endommager, on est en train de le bloquer pour qu'on puisse se nourrir. Là où c'est pathologique, c'est si on fait ça partout dans le monde. Et c'est ce qu'on fait. Et on a artificialisé nos sols. Mais comment enseigner à des humains? Comme ça. Attends. Comme ça. Tout à l'heure, tu m'as montré deux photos, un système racinaire bien développé d'une herbe qui allait bien profondément, en fait. Donc elle est bien rentrée face à un autre système racinaire qui est tout seul. Donc en gros, aujourd'hui, on demande à des humains qui ne sont pas ancrés en eux, parce qu'ils ne savent plus trop qui ils sont, d'ancrer un sol et de travailler avec ça. Enfin, pour moi, le travail, c'est un écho entre qu'est-ce que j'ai besoin, qui je suis, qu'est-ce que je fais là, et du coup, qu'est-ce que je vais planter, quelle est mon alimentation, mes besoins du sol. Enfin, je suis pas obligé de planter des tomates toute l'année. Je suis pas obligé d'en manger. Pour manger, il y a des poireaux. Je peux faire de la monodiète. Oui, pour toi. Mais peut-être que ton voisin ne voudra pas. Non, j'entends. Mais c'est ça le truc. Du coup, c'est s'ancrer comme cette herbe qui rentre en elle. Voilà, c'est apprendre à s'ancrer soi-même aussi. Peut-être pour trouver un sol. Complètement d'accord avec toi. Et je te renvoie la voie du milieu. Parce que peut-être que ta voisine ou ton voisin va dire non, mais attends, t'es vachement beau, toi, le bobo là-bas, là. Ça va, le soja et tout ça. Non, mais. Et de l'autre côté, en même temps, voilà, chacun sa temporalité aussi dans cette prise de conscience, dans cette conscientisation de l'écosystème du tout, et que des fois, quand on va imposer et faire une dictature de pervers, c'est compliqué. Aussi écolo que je sois, par exemple, et aussi profondément animiste que je suis. Je ne peux pas imposer à mon voisin d'arrêter de manger du comté parce que ça pourrit le Jura, parce que ça fait chier. Non, je vais au Jura, donc en même temps, je sais pas comment faire, j'attends le comté. En fait, encore une fois, je vais d'abord, moi, faire mon possible de ce que je peux en termes d'exemplarité, et après, si mon voisin veut faire pareil que moi, c'est cool. S'il veut pas, c'est cool aussi, on ira boire des bières. Et puis, faudra qu'on soit patient. Parce qu'en fait, on n'est pas déconnectés l'un de l'autre, et que ton voisin ou ta voisine qui te fait chier, on va se prendre par la main, et il va falloir être patient. Et c'est ce que je fais quand je fais gratuitement des ateliers de sensibilisation. Là, tu vois, par exemple, les gens disent « Ah, l'effet Nessor ». Et bien, il n'empêche qu'il y a un mec, un agriculteur dans ma communauté de communes qui m'a accueilli. C'est l'ancien représentant de la Chambre, l'ancien représentant de FNSOA, qui m'a accueilli. C'est un indicateur ancien qui a créé un nouvel indicateur. Non, mais c'est génial, tu vois. Je suis contre paysanne. Il y a des gens qui auraient pu dire « Ouais, qu'est-ce que tu... » Non, mais la voie du milieu, mon pote, quand on habite sur la même planète, bordel. Donc il va falloir qu'on arrive à vivre ensemble, et surtout que là, c'est assez technique à tous les niveaux de la vie, quantique, dans le sol, dans l'eau, dans notre être intérieur. Donc il va falloir qu'on arrive à lâcher prise et qu'on fasse avec notre voisin, notre voisine qui fait, selon nous, les trucs super. C'est chaud, mais c'est le but. C'est le but. Et au-dessus, il y a l'économie au milieu. Parce que malgré tout, moi j'ai besoin de fringues pour m'habiller et être présentable devant vous. J'ai besoin de payer ma facture malgré tout d'électricité, parce que je ne sais pas quoi me payer une éolienne, etc. pour être autonome. Donc en fait, on est encore aussi dans un système de monnaie, que ce soit monnaie libre ou whatever. On est encore dans un système comme ça. Et donc il faut qu'on fasse le grand écart de manière le plus smooth possible pour pouvoir basculer vers un autre système basé sur le règlement intérieur de la nature. Je parle d'ancrage, de racines, ça parle aussi en même temps. Toutes les techniques régénératives agricoles, on a oublié le sol quelque part. Qui sont les acteurs du sol? Qu'est-ce qu'ils font? Comment est-ce qu'ils fonctionnent? C'est quoi leurs conditions, leur habitat? Pourquoi est-ce que là ça marche pas? Pourquoi est-ce que là ça marche? Tout ça, il faut que ça s'intrigue. Et au niveau d'un agriculteur, d'un paysan, il devient rentable. Il devient donc possible de baisser les prix. Il devient donc possible d'employer les gens. Il devient donc possible plus de choses. Il devient même possible de devenir une ferme pédagogique. C'est du biomimétisme. C'est juste comprendre qui est-ce qui nous entoure, comment ça fonctionne. Et le pire, c'est que ça ne peut pas se breveter. C'est partout. Donc en fait, c'est un modèle aussi qui est rentable. Et ça, c'est quand même une bonne nouvelle, parce qu'il faudra bien récupérer cet argent pour le refaire circuler, parce qu'aujourd'hui, il est sclérosé, il fait des apoptoses, et il fait même des AVC au niveau du système territorial. Il y a de l'argent dans 1% de la planète. Il fait des AVC financiers ici. Quelque part, c'est aussi une énergie, l'argent. Des exemples très concrets du Dr Ingham, on va rentrer encore plus dans le concret, avec des énormes surfaces. Parce nous, on parle de petites surfaces.
Ça va, vous n'avez pas trop chaud? Ok, j'ai bientôt fini, on va pouvoir après sortir dehors. Ça irait, tombez pas dans les pommes. On est aux États-Unis avec le docteur Ellen Ingham. Non, c'est bon, j'ai pas le temps. Merci. On est sur 300 hectares, on va parler d'élevage. Je suis personnellement très végétalienne, mais je travaille avec les éleveurs, mais vous comprenez, pas aussi. C'est pas parce que moi j'ai choisi de faire ci, de faire ça, d'être combattante là-dessus, la cause animale, que je vais pas travailler avec un éleveur. Je peux pas. Parce que pour le collectif, il y a des gens qui m'ont reproché de travailler avec des éleveurs. Ok, mais je fais quoi? Je suis dans un monde en opposition, je suis dans un monde où j'essaye de faire avec. C'est mon positionnement en tout cas, c'est de faire avec tout le monde. Parce que mon frère, que tu sois différent, tu penses différemment, tu restes pareillement. On fait les mêmes crottes. Mais on n'a pas le même microbiote. Bref, 300 hectares d'élevage aux États-Unis. La moitié de la ferme, l'éleveur va voir le docteur Ingham, en gros, et il va lui dire, ben voilà, moi j'ai des problèmes parce que mes animaux sont malades, ils ont des eczémas faciales, c'est-à-dire qu'il y a même des nécroses de mâchoire, parce que la personne est en conventionnel, donc c'est énormément d'engrais, de pesticides, de fongicides dans le pâturage, pour pas qu'il y ait du trèfle. Et puis, la parcelle devient de plus en plus désertique, donc il faut repatcher. Hein, vous imaginez que là, si derrière vous, on va mettre un élevage en pâture, ça ne marche pas. Les animaux vont crever s'ils pâturent ici, on est d'accord. Et bien, ils avaient le même sol. Donc, avant de faire banqueroute, il appelle le docteur Ingham, là on est dans les années 2000. Donc, le docteur Ellen Ingham, c'est quand même une sacrée personne, cette bonne femme, vous irez regarder sur Wikipédia, elle a quand même school relié à la FDA, la Food Drug Administration, qui est l'équivalent du CE en Europe. Mais sacrée bonne femme. Et donc, on y va. Elle se met à cultiver la souplette microbiologique. Et là, dès la première année, en fait, ils ont divisé la ferme en deux. À gauche, on reste en conventionnel, on sépare le troupeau, d'accord, pour que ce soit des conditions similaires. On sépare le troupeau en deux, on met autant de malades à gauche qu'à droite, et puis sauf qu'on va changer les pratiques. Donc à gauche, on reste en conventionnel, et à droite, on va faire la souplette biologique. On va travailler avec l'approche biologique du sol. Sur le lait, donc c'était l'indicateur, ce qu'on appelle la variable dépendante, la VD, parmi les VI, les variables indépendantes, ce qu'on faisait varier, la technique donc agricole, conventionnelle versus approche biologique. Sur les indicateurs, on regardait la qualité nutritionnelle du lait qui était fourni par les bovins. Et ce qu'on s'est aperçu dès la première année, dès qu'on a arrêté le conventionnel et qu'on a mis les ensemencements microbiens sur ces 300 hectares, c'est que apparaissaient d'autres nutriments, zinc, cuivre, bore, le cobalt et le sélénium et d'autres nutriments. Alors qu'avant, on n'avait que du NPK. Donc en gros, là, en pourcentage, le lait est monté en valeur nutritionnelle. Qu'est-ce que ça a fait en impact économique chez l'agriculteur? Il a pu vendre son lait dans d'autres gammes, donc peut-être un peu plus cher, ou on lui rachetait. C'est peut-être con, mais pour lui, il s'en sort. C'était des indicateurs économiques à l'époque qui étaient très importants pour pouvoir arrêter des pratiques conventionnelles et faire valoir des pratiques régénératives à la base. Ce qu'on s'est aussi aperçu, c'est que dans l'hypothèse de base, ça c'était pas prévu, mais il y a eu arrêt des coûts vétérinaires. Parce que sur la parcelle en biologique, les animaux ont arrêté d'avoir de l'eczéma facial, ils ont arrêté d'avoir ces nécroses des mâchoires. Et d'un seul coup, on n'avait plus d'animaux morts. Deuxième chose qui là, les éleveurs, attention, ils ne seront pas tous d'accord, dans le système en pâturage microbiologique, ils ont laissé les fameux trèfles. Or, tout le monde sait que si on fait manger du trèfle, les animaux vont gonfler et exploser. Faux. Faux. Non, c'est même pas ça. Un trèfle recouvert d'engrais, c'est une catastrophe. C'est le NO3- qui n'est pas digérable par aucun système digestif. Elle a fait demander à des ingénieurs, agronomes, spécialistes du microbiote intestinal, tels que Marie Enderes, ou les Américains qui ont travaillé sur cette étude. Tous les animaux qui ont pâturé du trèfle
sans engrais, sans NO3. Ils n'ont pas de furet en vrai, autre chose. Ils n'ont pas de furet du NH4+. Donc de l'ammonium. Un autre type d'azote. Ça, on peut le digérer. En fait, voilà. Ça a été des retombées scientifiques. Il y a eu d'autres expérimentations, donc à vérifier, toujours les sources, aller chercher davantage. Google Scholar est là. Pour toutes les questions que vous avez la possibilité d'avoir accès à des revues scientifiques sur Google Scholar. Ensuite, il y a eu donc l'arrêt net, pour le coup, parce que quand l'agriculteur il a vu « Ah, mais j'ai plus de frais vétérinaires, mon lait a augmenté en termes de qualité nutritionnelle, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais tout convertir, mes 300 hectares à l'approche microbiologique. » Donc il a arrêté du jour au lendemain l'achat d'engrais, mais l'achat de pesticides aussi. Vous imaginez sur 300 hectares, en termes de fric, ce que ça peut dire. Et donc, des ans, il est devenu résilient, et puis il a pu après se diversifier. Il n'a pas fait que l'élevage. Et c'est là qu'on revient dans la résilience alimentaire, c'est qu'il faut se diversifier. Il faut remuscler le territoire avec de la diversification dans les cultures, dans les élevages, mais aussi dans les acteurs, dans les transformateurs. Pour lui, ça a fait en une année 11,78% de rendement en lait en plus. Il a gagné $307 par hectare, fois 300 hectares, je vous laisse faire le compte. Qualité nutritionnelle qui a augmenté, et il a relocalisé le cycle de ses nutriments à 780%. Mais oui, puisque quand je remets ma biologie, j'ai plus besoin d'engrais. Sur le long terme. Bon, c'était encore une fois une démarche expérimentale. Il faut que cela soit duplicable dans le temps et en fonction des cultures. Autre expérimentation avec une très célèbre ferme en monoculture connue en Afrique du Sud, ZZ2, qui fabrique les tomates dans le monde. On a mangé leurs tomates d'ailleurs en France pendant un moment. À l'époque, on est dans les années 2006, je crois, on est 5000 hectares de tomates en monoculture conventionnelle, Afrique du Sud, sécheresse. Royal, tout ce que j'aime pas, mais on leur dit non à ces gens-là, ou est-ce qu'on profite de la main pour savoir est-ce qu'on peut faire des études expérimentales qui, eux, financièrement, pourront supporter ça, et peut-être montrer des exemples. Encore une fois, qu'est-ce que je fais ? Je dis non, ou je dis attends, on va voir ce qu'on va faire. Le mec, il cultive 2 années de suite la tomate, et après il a 14 ans, entre 10 et 14 ans de jachère. Donc qu'est-ce qu'il fait ? Il fait c'est pas rentable, et puis qu'est-ce qu'il fait ? Il rachète 1 hectare par 1 hectare par 1 hectare par 1 hectare. Donc aujourd'hui, c'est pas le meilleur exemple d'un ZZ2, que les choses soient claires, mais bon, c'était une belle expérimentation à l'époque pour le Dr Ingham. Donc voilà, il cultive 2 ans et il doit mettre en jachère pendant 14 ans. C'est franchement la faillite. Le Dr Ingham fait sa petite technique de souplette microbiologique, en gros, et dans les tests expérimentaux, sur les parcelles les plus endommagées, on passe déjà, rien que la première année, on passe de 1 à 2 ans de production à 3 ans. Et après seulement 1 an de jachère au lieu de 10-14 ans de jachère. C'est déjà mieux. Le mec n'a pas encore diversifié ses cultures, il reste en monoculture. C'est juste pour vous faire voir en fait que juste basé sur la biologie, on arrive à faire des choses assez importantes. Il a augmenté son rendement. Avant, il n'y avait que 18% des tomates qui allaient en qualité en grade supérieur. Là, c'est 50% de sa récolte dans une première année. Donc pour lui, au niveau rentabilité, c'est plus important. Il faisait 80 tonnes par hectare, maintenant il en fait 100 à 110, voire 120 pour les parcelles les moins endommagées. Donc c'est quand même important. Ça mesure un effet, quand bien que ça soit critiquable, parce que c'est pas en polyculture, parce que c'est pas ci, parce que c'est pas ça, j'entends bien. En termes méthodologiques scientifiques, tout était entre guillemets contrôlé, et ce qui prouve bien, quand on applique la biologie, qu'on la remet dans le sol, en très peu de temps, je crois qu'elle a soif, en très peu de temps, on a des résultats. Et ça, c'est important. Imaginez si vous mettez à cultiver vos micro-organismes par le biais de vermicompost oxygéné ou de compost oxygéné, vous allez pouvoir agir sur votre territoire, vous allez pouvoir régénérer ces petites parcelles, mais ça, fois 67 millions de Français, et ça fait quelque chose de parallèle et d'exponentiel en termes de régénération et en termes d'autonomie alimentaire. Ça fait toujours ça de moins dans les supermarchés et ça de plus dans les coopératives agricoles, par exemple. Ou la pharmacopée locale.
C'est ça. C'est ça, hein. C'est hallucinant. On a développé, ouais, toute la pharmaceutique aujourd'hui a développé les compléments alimentaires alors que mais bouffez votre compost, quoi. Ça dépend ce qu'il y a dedans. Encore une fois, attention. Voilà. C'était hyper important de vous parler de ça. Je voulais vite fait, avant de vous libérer et de passer aux questions, vous faire voir concrètement, quand ça bouge, c'est quoi? Ouais. Alors, attendez. On va regarder chez Valérie. Donc ça, c'est les... Allez, on va regarder le switch. Alors, c'est malheureusement une vidéo très lente. Mais là, vous avez... je sais pas si vous voyez. Donc ça, c'est une nématode qui est dans le sol. Ici, on est en grossissement x400. Bon. Ça, c'est une nématode qui est omnivore. Ou, ouais, bon, ouais, c'est sûr. Il a très chaud, l'ordinateur, je suis désolée. Mais en gros, dans votre sol, vous devez avoir ce type d'organisme qui bouge. Ça doit bouger. Donc là, c'est une jeune nématode juvénile qui essaye de sortir de son... Vous voyez ici son enveloppe, elle essaye de sortir de son bordel. Donc elle est en train de devenir... d'avoir son petit rituel au passage des gouttes. En sortant de son enveloppe, parce que ça mue des fois. D'autres photos microphones. Attendez, on va partir de celle-ci. Tiens, hop. Vermicompost, Testate Amoeba. Alors, ça, c'est un... ça, vous voyez, dans la majorité des sols, c'est un agrégat. J'en vois jamais. Ce que je vois, c'est souvent ça. On va faire la comparaison. Alors, Valérie... Pourtant, c'est des planches en agroécologie. On va y arriver. Hein. Faut pas être pressé. Voilà. Là, vous n'avez pas d'agrégat. En fait, ça fait... vous voyez les matières minérales qui sont même pas agrégées, agglomérées ensemble. Et quand vous voyez des choses agglomérées, ça veut dire qu'il y a une activité bactérienne. Et moi, quand déjà je dilue dans mon échantillon votre sol, il va se diluer comme un aspégique. Je vais faire et après, je vais voir que l'eau, quand ça va sédimenter un petit peu, bah, que l'eau va être trouble, donc déjà érosion, ruissellement. Et puis au microscope, bah, ça fait ça. Il n'y a pas de petits paquets comme ce qui devrait être, par exemple ici. Voilà. Ou ici, vous voyez, au même grossissement, vous voyez qu'il y a des gros agglomérats. La tache marron, ça veut dire que c'est de l'acide humique, ça veut dire qu'il y a eu une activité fongique, c'est-à-dire qu'il y a un champignon qui a étalé ses milliers d'enzymes, puisqu'il a plusieurs ifs, plusieurs filaments. Et ça, c'est couleur miel. Donc ça veut dire que c'est de l'acide fulvique. Ça veut dire que mes bactéries, elles ont fait leur monotache de faire des micro-agrégats. En gros, la bactérie, elle est monotache. Et ici, on a une amibe qui est en train de manger dans les agrégats les bactéries. Et la déjection des amibes va faire que ma plante, elle va pousser sans que j'ai besoin de ramener des engrais organiques ou naturels. Question Ouais. sur les vers de terre, qu'est-ce que tu penses par rapport justement à la cohésion quel est l'impact du ver de terre tout ça? Ben, le ver de terre, il est dans la partie macro visible. Donc là, on est en dessous le ver de terre. Et on est dans l'intestin du ver de terre. Non, on est dans l'intestin du ver de terre. Le ver de terre local,